bienvenue dans votre émission L'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'est une émission qui est diffusée sur Alafia TV tous les mercredis soirs à partir de 20h30, 21h15, juste après le JT en langue arabe. Alors aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Atay Ag Mohamed. Atay Ag Mohamed, il est le chef de délégation de la CEMA au sein du comité de suivi de l'accord CSA. Atay Ag Mohamed, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, Atay Ag Mohamed, nous allons aujourd'hui vous présenter aux téléspectateurs. Peut-être que vous n'êtes plus à présenter. Alors, qui est Atay Ag Mohamed? Il fait quoi? Il vient d'où? D'accord, merci. Tout à fait. Moi, donc je suis Atay Ag Mohamed, ressortissant de la région de Tombouctou particulièrement. Et je suis juriste de formation, ici d'abord à Bamako, ensuite à l'étranger. Je suis en ce moment détenteur d'un diplôme supérieur en maintien de la paix et en reconstruction d'état post-conflit. Ça, c'est niveau académique, mais pas beaucoup. Sur le plan politique, je suis en ce moment le chef de la délégation de la CEMA auprès du comité de suivi de l'accord. L'accord auquel j'ai participé directement à la négociation, que ce soit l'accord préliminaire de Ouagadougou en 2013 ou l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, à Alger, puis signé à Bamako en 2015. Donc voilà ce que je peux vous dire comme présentation. Alors, Atay Ag Mohamed, certains vous définissent comme rebelle, séparatiste, d'autres vous définissent comme même terroriste. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui sur Alafia TV? Je pense que je n'aurai pas de réponse, je laisse voir. Le temps va juger. Je pense que déjà on a dépassé le pire, des dénominations, des qualifications, des procès d'intention. Pour nous, le plus important, c'est que nous sommes convaincus de porter un projet de société. Nous le portons et nous l'assumons. Le système politique ou de gouvernance que nous combattons, nous l'assumons pleinement. Avec le gouvernement successifs qui ont eu lieu dans ces pays, on a toujours eu une position claire par rapport à ce que l'on pense de la gouvernance. Maintenant, les extrémités, il y en a de tous les côtés, de tous les bords. Peut-être qu'à un moment donné, les gens ont estimé qu'il n'y avait plus de solution que la séparation. Il y en a qui pensent que non, et il faut seulement une nouvelle forme de loi, la charia pour d'autres. Il y en a qui pensent que non, il faut un simple système de réforme, de décentralisation, de transfert de pouvoir des collectivités. Donc les gens pensent qu'ils ont des opinions différentes. Mais chacun aura une qualification. Aujourd'hui, je crois que le plus important, c'est qu'une chance soit donnée au fait qu'il est possible de développer de manière consensuelle et respectueuse un système de gouvernance qui nous éviterait de tomber dans toutes les formes de radicalité. Il n'y a pas que les gens qui contestent le gouvernement central qui sont radicaux, même au niveau de ceux qui pensent qu'ils sont plus républicains, défenseurs de la République, comme si le Mali était un titre foncier qu'il leur a accordé, eux aussi sont extrêmes dans leur langage et dans leur prise de position. Mais dès qu'il y a un débat souverain, un dialogue s'ouvre, je pense qu'une solution est possible. Peut-être qu'il s'agit de la prise d'armes. Oui, parce que déjà, c'est facile de commencer par la prise d'armes, mais il faut voir ce qui s'est passé avant la prise d'armes. Il faut aller connaître les acteurs. Il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que nous, on était des acteurs avec lesquels on pouvait discuter des choses, discuter de gouvernance, discuter d'institutions, discuter de, je sais pas, de politique nationale, discuter de vision globale. Les gens pensaient que nous étions uniquement des gens en armes, qui sont venus de quelque part, de Libye, je sais pas de où ça. Mais quand vous retournez chez moi à Tombouctou, les gens savent qui je suis à Tombouctou. Je ne suis pas tombé du ciel. Quand vous regardez ceux qui composent les mouvements, que ce soit des gens qui sont membres de la CEMA ou pas, que ce soit des mouvements d'autodéfense ou des mouvements pro-gouvernementaux, entre guillemets, comme on le dit, ce sont des locaux. Mais après, c'est vrai qu'il y a des intrusions qui sont expliquées par d'autres phénomènes qui sont au-delà du contexte uniquement malien, qui est réel partout. Donc pour nous, aujourd'hui, il ne faut pas commencer à raconter l'histoire à partir de là où il y a eu un clash. C'est très facile dans ce cas. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on tombe toujours dans le traitement des conséquences des conflits et non des causes. On gère les conflits, les conséquences, on nuit les causes et ça ne gère pas dans la durée. Donc c'est ça l'inconvénient. Mais je pense que ce débat, on l'a dépassé. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes dans la mise en œuvre d'un accord pour la paix et la réconciliation, comme son nom l'indique. C'est un accord pour la paix et la réconciliation qui dit que voilà, ensemble, on a établi un document d'entente politique et juridique qui dit il y a des choses à faire, comme un accord. Ces choses-là permettent d'aller vers la paix. C'est ce qu'on l'appelle accord pour la paix et la réconciliation. Et il est aussi pour tous ceux qui adhèrent à la paix.
qui respectent les principes qui sont fixés par les Nations Unies, l'intégrité nationale, la forme laïque de l'État, l'unité nationale. Et ces 4 principes-là, ceux qui les respectent sont engagés par l'accord pour la paix et peuvent y adhérer. Alors, on viendra de façon plus détaillée sur l'accord d'Alger. Alors, aujourd'hui, parlons de la CEMA, concrètement. La CEMA, c'est la coordination des mouvements armés ou c'est la coordination des mouvements de l'Azawad? Je pense que chacun s'appelle comme il entend s'appeler. Après, chacun est dénommé par l'autre comme il souhaite. La CEMA l'appelle comment? Mais c'est la CEMA, c'est la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est des mouvements qui se reconnaissent de l'Azawad. Et parmi ces, si vous voulez que tous les mouvements membres de la CEMA portent Azawad à la fin. Vous avez les mouvements nationaux de libération de l'Azawad. L'Azawad en tant que territoire Oui, en tant que territoire, en tant que zone que la CEMA définit dans sa charte. Bon, terroir, territoire, terre, ça sont des concepts. Mais pour la CEMA, l'Azawad est un territoire qu'elle a délimité dans sa charte actuelle, constituante. Et dans cette charte-là, elle dit... C'est cela qui est reconnu dans l'accord d'Alger, par exemple. L'accord d'Alger ne dit pas que l'Azawad, c'est quelque chose de défini encore. Ils disent que c'est une réalité historique, pas politique pour l'instant. Okay. Parce que quand c'est politique, c'est qu'il en donne une couverture juridique d'office, une entité, un statut. L'accord ne lui accorde pas un statut, mais l'accord lui reconnaît une existence anthropologique, culturelle, identitaire pour certaines personnes. Quand vous allez à Menaka, les gens vous disent... Certains vous disent nous sommes au nord du Mali, d'autres vous disent nous sommes dans l'Azawad. À Tombouctou, pareil, à Kidal, pareil, à Gao, pareil aussi, même si ce n'est pas beaucoup de gens. Mais c'est une opinion qui existe. Il faut la reconnaître, ça fait partie de notre histoire. Et la question de l'Azawad n'a pas commencé en 2012 non plus. Pour ceux qui connaissent les pactes nationaux, qui connaissent les mouvements qui sont créés avant. Donc, mais quand vous regardez, chaque chose a un sens étymologique ou une histoire personnelle. Il y en a qui accordent un nom lié à quelque part à Tombouctou. C'est normal. Le Mali tire son nom de quelque chose. De quoi? Ce n'est pas un territoire. C'était un hippopotame qui s'appelle Mali, Maliba, Bamako, Bama, tout ça. Les gens tirent toujours un nom de quelque chose. Si nous tirons un nom de quelque chose, d'une vase ou quelque chose et que nous l'appelons comme ça, c'est ce qui devient politiquement reconnu, un statut. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous nous appelons coordination des mouvements de l'Azawad. C'est une coalition de plusieurs organisations qui ont des objectifs initiaux différents, mais qui ont trouvé une plateforme politique commune. Vous verrez que, par exemple, au niveau de certains mouvements, il y a la vision d'autodétermination, d'autres sont des mouvements qui défendent une autonomie large des régions du Nord, d'autres pensent que nous pouvons trouver d'autres modèles. Donc, tous ces mouvements se retrouvent, et ce qui les lie, c'est quoi? C'est la question de l'Azawad, la plateforme politique de revendication. Et cette plateforme politique de revendication, aujourd'hui, elle se résume à ce que l'accord dit. Donc, autrement, tous ceux qui sont membres de la CEMA aujourd'hui, respectent et s'engagent dans l'accord de paix. Alors aujourd'hui, pour revenir un peu à l'intérêt général, de façon générale, les populations du Nord, surtout la CEMA, estiment représenter les populations blessées, qui sont en situation défavorisée, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Je pense que ça sont des revendications qui, à mon avis, sont très légitimes, sont très légitimes, connaissant bien les réalités du Nord, même peut-être dans d'autres parties du Mali. Alors, ces mêmes populations-là, aujourd'hui, sont en train de dire ceux qui sont censés les représenter à Bamako, c'est la coule douce. Je vois. Alors, aujourd'hui, que répondez-vous à ces populations meurtries, à ces populations toujours dans des situations vraiment d'insécurité, dans des situations défavorisées, et que les mouvements armés, ou en tout cas les séries de rébellions je pense personnellement et très consciencieusement que c'est une perception légitime des gens. Quand vous pensez que les gens disent, bon, nous défendons une cause, mais après, ces personnes vivent mieux que ceux-là pour qu'ils défendent. Mais je pense qu'on ne se résume pas à ça. Si on aurait pensé que Koulouba n'aurait pas existé et que les présidents allaient habiter à Bankouni. Si c'est le cas, le président de la République défend tous les Maliens, mais il habite à Koulouba, c'est différent de Bankouni. Donc, pas parce qu'un chef vit mieux ou trouve des possibilités. Se oubliés, quoi. Mais il faut toujours aller à la recherche. Il y a des gens qui pensent que c'est l'accord qui prend en charge les gens des mouvements. Je demande ça formellement, je mets un défi. Les membres des mouvements qui sont dans la commission gagnent les mêmes frais d'indemnité que les membres qui représentent le gouvernement. C'est combien? La plateforme. Ça dépend des structures. Le chef, par exemple, comme toi, vous gagnez combien, comme vous? Ça, je ne pense pas que je sois en mesure de vous dire, parce que si ça n'engageait que moi, personnellement, en tant que membre, je vous aurais dit exactement ce que je gagne, parce que ça n'engage que moi. Le représentant de la CEMA gagne combien, par exemple? Non, ça ne dépend pas de la CEMA. Dès que vous êtes membre de l'organe, vous gagnez les mêmes droits que tous les membres.
qu'il soit de la CEMA, du gouvernement, de la plateforme, peut-être d'autres acteurs d'accompagnement. Maintenant, il y a des gens qui donnent des prix. Moi, je ne gagne pas 1 million. Je mets à défi. C'est le ministère, c'est l'administration qui paye. Par mois ou par rencontre? Par mois. Je ne gagne pas 1 million par mois. Peut-être 500 000, quoi. En tout cas, je ne gagne pas 1 million par mois. Pas plus que 500 000. Je ne peux pas vous dire ça. Je dis que je ne gagne pas 1 million par mois. Okay. Ça veut dire que, parce que j'ai entendu dire que nous gagnons 2, 3, 4, 5 millions. Je dément formellement. C'est là aujourd'hui, si ça rassure les gens, nous ne gagnons pas 1 million au niveau du CSA. Je prends le risque de vous dire ce prix parce que je sais que les gens ont dit 2, 3, 4, 5, je ne sais pas quoi, d'autres charges. Il n'y a pas d'autres charges. Et souvent, ça ne gagne pas. Parce que c'est des fonds fiduciaires. C'est le budget national. C'est un fonds fiduciaire logé à l'aménagement, qui est souvent un partenaire dit, bon, moi j'accompagne les processus, j'aide le comité de suivi à faire son travail. Et on fait un travail de suivi, nous. C'est que chaque mois, on rencontre les membres des sous-comités défense et sécurité ou développement, on rencontre les départements sectoriels en charge de la mise en œuvre, on évalue ce qu'ils ont fait, il y a un travail technique et monitoring qui est fait. C'est un travail permanent. Alors aussi, c'est vrai, la lassitude aussi des populations en réalité. Depuis combien d'années il y a ce CSA et la mise en œuvre, elle traîne. La mise en œuvre de l'accord traîne. À qui la faute? Une autre perception légitime des populations. Ça veut dire que le gouvernement du Mali est le premier responsable de la mise en œuvre de l'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité reconnue centrale, c'est l'autorité souveraine, c'est l'autorité légale pouvant prendre acte et exécuter les actions. Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs non étatiques qui bloquent la mise en œuvre de l'accord? Dans le cas de l'État, la responsabilité est partagée. Nous, on a une part de responsabilité, mais qui sont justifiées par d'autres. Effet de causalité. C'est quoi votre part de responsabilité? Quand vous regardez aujourd'hui l'accord, vous verrez que le gouvernement ou certains partenaires sont concentrés sur les questions de sécurité. Pendant que nous pensons que les questions de sécurité sont des conséquences de la gestion des questions politiques. Vous savez, tous les moyens seront développés, ils sont déjà développés pour dénaturer le conflit dans son sens, mais le conflit au nord du Mali, le conflit qui oppose les mouvements du nord au gouvernement central est un conflit d'essence politique et historique. Et quand vous regardez les liens entre les différents soulèvements, vous verrez qu'il y a toujours un lien de causalité. Et les revendications... Quand vous dites questions politiques et questions de sécurité, c'est quoi pour vous les questions politiques? C'est quoi pour vous les questions de sécurité? Les questions de politique sont les institutions, c'est le partage du pouvoir, c'est l'aménagement du territoire, c'est la possibilité de faire en sorte que les systèmes de régulation des affaires qui existent permettent à tous les citoyens d'avoir la même chance, qu'ils soient habitants de Tabango ou bien de Bougouni. Et le système actuel ne les permet pas. Aujourd'hui, vous avez un système très centralisé où pour faire un passeport, il faut être à Bamako. Pour faire une université, il faut être à Bamako. Pour pouvoir même, ne serait-ce qu'engager une relation avec une collectivité à l'étranger dans le cadre de certaines actions, il faut être à Bamako, au ministère du tutelle, pour faire des choses. L'accord dit très simplement, passons les pouvoirs aux locaux, à la communauté, par un système de libre administration qui consiste à développer une forme de régionalisation pour toutes les régions, de sorte que chaque région puisse délibérer sur les grands chantiers prioritaires. On ne peut pas globaliser. Le Mali est une nation... L'État n'est pas en train d'accepter cela? Dans l'accord, c'est accepté. Mais dans les faits, c'est autre chose. Parce que, il y a quand même une réorganisation, par exemple, une organisation territoriale qui est en cours et qui n'est pas du tout partagée par les acteurs locaux en réalité. Y compris par nous. Nous avons été les premiers à les dénoncer. Et le comité l'a dénoncé à Gao, à Kidal, à Tombouctou. Parce que pourquoi? Parce que c'est ça le problème. C'est que nous avons un pays très vaste, avec des diversités très larges et avec des besoins différents, multiples. Et il y a une agglomération centrale qui veut monopoliser la délibération. Quand ils ont dit nous allons faire la restitution, vous restituez quoi? Est-ce que vous avez consulté quoi? Et pourtant, auparavant, en 2018, il y a des consultations à Gao qui avaient été même refusées à Gao. Parce que ce n'était pas organisé dans des formats que les populations de Gao comprennent. Tombouctou, il y en a eu. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait de restitution sur la base de ces consultations-là? Ils ont préparé un travail technique au niveau du département sectoriel. Et un bon matin, ils disent on arrive pour restituer. Les populations ont dit oh, on ne peut pas comprendre. C'est logique. Vous savez, quand une chose perd la raison de sa mise en place, il y a toutes les fortes raisons que ça n'aboutisse pas. La raison du découpage territorial ne veut pas dire découper le Mali en morceaux. Ça veut dire donner au Mali un système qui peut permettre aux populations du Nord d'avoir plus de représentants au niveau des institutions nationales et de pouvoir porter la voix des populations qu'elles représentent. Et ça, c'est à travers un découpage qui va uniquement créer des circonscriptions électorales ou des collectivités territoriales par lesquelles ils peuvent demain être suffisamment ou de manière ne serait-ce qu'équitable. Je ne dis pas égalitaire, impossible, équitable, être présent aux institutions et de porter les messages des populations locales, dans leurs différences et dans leur diversité.
C'est ça, en fait, l'objectif même du découpage ou de la réorganisation territoriale, comme l'État l'évoque. D'autres accusent réellement l'État, que l'État, en fait, dans le cadre de la réorganisation territoriale, et l'État a informé, en tout cas le public malien, que la réorganisation territoriale concerne tout le Mali, notamment Bougouni, Koutchala, entre autres. Mais en réalité, on a vu que c'est seulement les 2 régions, Menaka et Taoudeni, qui ont été opérationnalisées. Est-ce que cela n'a pas aussi constitué un frein à la mise en œuvre de cette... Je pense que même la question des Menaka et Taoudeni ne sont pas de 2012, ce ne sont pas de maintenant. C'est déjà avec le sous-régime d'ATT, déjà, il y avait un décret de création de ces 2 régions-là, à travers une loi, et qui crée aussi les régions de Nioro du Sahel, de Kita. Et pourquoi ces régions ne sont pas opérationnalisées? Mais elles sont en cours de présentation. Aujourd'hui, ces régions ont des gouverneurs. Menaka et Taoudeni, quoi. Non, Menaka et Taoudeni, parce que dans l'accord, il a été dit qu'il faudrait accélérer ceci. Depuis 2018, d'ailleurs, normalement, ces régions devaient participer, les différents cercles des Menaka devaient participer aux élections en 2018. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est en 2021. Il faudrait qu'elles participent aux élections. Pour les restes, on sait que les autres régions, ils ont déjà nommé le gouverneur de Kita, de Kounouri, du Sahel. Et que les problèmes, c'est quoi? Mais au-delà même ces régions-là, il y a des cercles, par exemple, qui refusent d'aller, par exemple, si on prend Bougouni avec d'autres cercles qui ne veulent pas quitter Sigasso pour aller, des cercles qui ne veulent pas quitter Sigasso pour aller à Bougouni, être rattachés à Bougouni. Ça, c'est des consultations locales. La loi malienne est claire là-dessus. C'est que pour ce qui concerne la création de régions, ça revient à l'État de créer des régions. Mais quand c'est une collectivité, c'est un cercle, une commune, dans ce cas, il faut des consultations locales. Si on dit aujourd'hui on veut créer la région de Bougouni, il faut que l'État engage un débat local au niveau de la région de Sikasso, si Bougouni est membre de la région de Sikasso, un débat local où on délimite Bougouni par rapport à Sikasso. Ça, ce sont des discussions locales, parce que c'est une étape qui devait être faite. Si l'État décide, par exemple, de créer une nouvelle loi dans laquelle l'État décide de supprimer les cercles et de modifier les cercles, en tout cas peut-être changer, transformer tous les cercles en régions, comme dans certains pays où on aura des provinces, des grandes provinces et des régions, et on supprime les cercles. Est-ce que la CMA serait d'accord? Ça, c'est une initiative qui va être posée sur la table. Si l'État les pose, il va argumenter et nous, on va discuter. Ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est atteindre l'objectif. C'est quoi l'objectif? Permettre une meilleure représentation des populations du Nord au sein des institutions nationales. Si cette stratégie, cette approche répond à cela, bismillah, on va l'appliquer. C'est pas ça, l'approche doit être posée. Ce qui est grave, ce qui est difficile, c'est qu'on ne sent pas une offre. Il faut que l'État fasse une offre en tant qu'autorité souveraine, de faire une offre où elle s'est assurée d'avoir fait ce qui lui revient, les consultations locales. Donc vous êtes pour ou contre aujourd'hui la relecture de l'accord? Une autre question. Je pense que ce débat est tranché depuis très longtemps. Pour nous, l'accord, ce n'est pas un document, sacré ou quelque chose comme ça, non touchable. Ce sont des hommes qui l'ont fait dans un contexte particulier. Le plus important pour nous, c'est que si le gouvernement pense qu'il faut relire l'accord, ou relire une partie de l'accord, parce que l'article 65 de l'accord est précis, il dit, lorsqu'une des parties souhaiterait modifier une disposition de l'accord, elle soumet cela au niveau du comité de suivi de l'accord. C'est qu'il y a un cadre qui est défini, il y a une approche qui est définie, il y a un processus qui est défini par cet article 65. Si l'État aujourd'hui, qui est une autre partie, parce que l'État est une partie, le gouvernement est une partie à l'accord, pense qu'il y a des dispositions compromettantes à la souveraineté nationale, à la forme de l'État, à l'unité nationale, l'État écrit, c'est un État qui dote d'experts, de techniciens. L'État ne l'a pas encore fait. Non, il ne l'a pas fait. S'il le fait, il amène aussi ça, nous allons en discuter. Réellement, aujourd'hui, est-ce que la CMA a quelque chose à changer dans l'accord? Concrètement, est-ce que... Tellement de choses. On a laissé tellement de choses. Non, on est parti, on vient de loin. Vous avez suivi, si vous n'êtes pas un acteur étranger. Si on ouvre aujourd'hui la... il y a beaucoup de choses. Nous, à Alger, par exemple, on avait 19... Vous souhaiterez mettre quoi aujourd'hui? On avait 19... Urgemment aujourd'hui. On avait 19 requêtes déposées qui n'avaient pas été prises en charge à l'accord. Deux plus importantes. La plateforme qui est Mouvement Programme avait 23 requêtes. Le gouvernement en avait quelques-unes, je pense une dizaine. Aujourd'hui, si on l'ouvre le débat, si on ouvre l'accord, on dit bon, on ouvre l'accord. L'accord. Est-ce qu'il y a un point stratégique ou un élément important que vous souhaiterez tout de suite mettre dans l'accord? Je ne vais pas dire ça maintenant. Dès que la possibilité s'offre à vous. Je pense que je ne suis pas habilité à vous dire ce que je vais faire, ce qu'on doit poser. Ça c'est interne. Nos 23 requêtes qui avaient été soumises à Alger sont connues du gouvernement et des parties de la médiation internationale. Ce qui est important, c'est que si le gouvernement, une des parties, nous aujourd'hui, si on dit qu'il faut relire l'accord, ça veut dire qu'on est prêt aussi que le gouvernement amène ces requêtes. Donc si l'État ouvre l'accord, on a nos requêtes. Mais s'il y a une disposition, par exemple, qui est mal comprise, qui est mal saisie,
on peut mettre une commission d'interprétation. Vous savez, l'accord pour la paix et la réconciliation, chaque fois, il est relis. Quand vous regardez les autorités intérimaires, qu'est-ce que l'accord dit? L'accord dit qu'il faut mettre en place des autorités intérimaires au nord pour 18 mois, entre 18 et 24 mois. Point. Après, il y a des discussions sur les autorités intérimaires. Il y a un document d'entente qui a défini c'est quoi les délais, la composition, les membres, leur statut, leur mission. C'est qu'il y a une autre négociation de cette disposition de l'accord et qui a fait objet d'un document de consensus. Quand tu prends par exemple le délai accéléré, c'est jamais connu nulle part, même pas au Congo. Mais pour trouver une approche, nous avons eu des discussions avec le gouvernement pour trouver un document sur lequel on a établi une entente sur les délais accélérés. Parce que les grands leaders ne démarraient pas. Et vous savez que ça a permis l'entrée des BATFAR, des MOC, aujourd'hui. Quand vous prenez les questions de défense et de sécurité, on a au moins 2 relevés de conclusions sur les questions de défense et de sécurité. C'est des relevés qui changent des points de l'accord. Ou par exemple, il y a une interprétation qui est mal comprise par l'état-major général des armées qui dit, bon, moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a ça dans une armée souveraine. Et on définit très bien pour qu'elles comprennent, pour que nous comprenions. C'est que l'accord, quand tu es dans la gestion de l'accord, tu comprendras que tous les jours, il est rediscuté, mais de manière consensuelle. Au sein du CSA? Au sein du CSA, au sein des commissions de l'accord, au sein de la commission DDR, nos techniciens, nos délégués sont là-bas, ils discutent avec les membres du gouvernement. On a même souvent laissé tomber des choses juste pour aller vers l'objectif. C'est qu'il y a une discussion. Maintenant, pour ce qui concerne la relecture, ou une modification de l'accord, de tout l'accord, ça c'est un autre débat. Peut-être qu'il faudrait saisir la médiation internationale, dire qu'aujourd'hui le gouvernement n'est pas d'accord avec l'accord qu'il y a, ou bien qu'il est caduc, ou qu'il ne nous intéresse plus. Dans ce cas, les mouvements prennent les responsabilités pour dire, bon, on rouvre les négociations. Aujourd'hui, concrètement, dans l'accord d'Alger, comment vous interprétez, par exemple, la question de l'Azur sur, par exemple, est-ce qu'il faut que l'Azur soit une réalité politique? Est-ce que peut-être qu'il faut, vous pensez que c'est seulement les régions concernées qui doivent, par exemple, voter ou faire un référendum? Comment vous comprenez tout ça, c'est une approche. Aujourd'hui, c'est une approche, par exemple. Nous, l'accord ne dit pas qu'il faut un statut politique de manière précise au nord, aux régions de l'Azawad. Il ne dit pas comme ça. Il dit que l'Azawad est une entité réelle, qui existe, une entité anthropologique, culturelle, tout ça, identitaire. Après, ce qui va permettre de trouver la conclusion, c'est un consensus. Il y a un document le 5 juin qui dit que cette question doit être tranchée par un consensus après la conférence nationale, qui a d'ailleurs été bâclée, qui n'a pas bien fonctionné. Il fallait une conférence nationale où les régions sont consultées avant d'arriver au niveau national et qu'on s'assure aussi que les régions ont trouvé des compromis. Mais la conférence nationale a été comme un événement. Pendant que nous, on voulait que ce soit vraiment un process qui permette d'inclure plus de populations, plus de personnes. Et sur la question du statut de l'Azawad, je crois que ça va se passer par ce qu'on va délibérer. Si c'est un référendum qu'il faut faire, on fera un référendum. Si c'est une consultation indirecte à travers les assemblées régionales qui vont être créées, parce que l'accord dit qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des assemblées régionales avec un président élu au suffrage universel direct. Si c'est fait, si c'est par ces mécanismes qu'on va consulter la question de l'Azawad, on le fera. Pour le moment, il y a des mécanismes à mettre en place pour pouvoir un jour mettre fin, arriver à une conclusion. Le dernier point qu'on va aborder dans ce débat, dans cette interview, c'est la question du nouveau gouvernement. La CEMA va intégrer ce nouveau gouvernement ou pas? Je pense que oui. Il y a toutes les raisons pour y participer. Parce qu'on a eu des discussions très très fructueuses avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il y a quelques jours, directement avec lui. Et dans ces discussions, nous avons évoqué les difficultés qui allaient engager notre retrait du prochain gouvernement. Retenez que c'est la première fois depuis 2015 qu'on a préparé un gouvernement de transition. On avait refusé plusieurs fois le gouvernement de l'ancien régime pour des raisons que l'on connaît aussi. Mais cette fois-ci, comme tous les Mali a dit, la transition c'est une opportunité à saisir pour que tous les pays se parlent et qu'on refonde l'État du Mali. On s'est dit, bon voilà, peut-être il y a des gens qui veulent refonder les Mali réellement, à l'image de tous les Maliens, de toute leur diversité. On les accompagne. La CEMA organise comment le choix, par exemple, de son ministre, la personne en tout cas désignée pour représenter la CEMA au sein du gouvernement? Est-ce qu'il y a des critères? Sur quelle base vous choisissez la personne? Je pense que si je dois répondre à cette question-là, il faudrait qu'elle soit globale. Je pense que c'est presque pour toutes les organisations. Les partis politiques aussi ont des systèmes de choix de leurs ministres. C'est des cadres, par exemple, on a un répertoire de cadres très important.
ou bien qui manifestent un intérêt important à participer au gouvernement. Après, on a des mécanismes internes au niveau de chaque mouvement, parce que la CMA, c'est une coordination des mouvements. Chaque mouvement a ses propres statuts et règlements intérieurs. Au niveau des MLA, il y a beaucoup de choses à dépasser avant d'être choisi. Et au niveau des autres mouvements, c'est pareil. Donc, le plus important, c'est que la personne qu'on a offerte, est-ce qu'elle a fait la mission ou non? Vous verrez que oui. Ce serait vous, peut-être? Moi, non. Moi, je ne suis pas intéressé. Pas vous. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi l'invité de la semaine qui est diffusé tous les mercredis à 21h15 sur Alafia TV. C'était donc aujourd'hui Atay Ag Mohamed. Atay Ag Mohamed est le chef de la délégation de la CMA au sein du comité de suivi de l'accord. Merci Atay pour avoir accepté notre invitation. Merci. Plaisir aussi.